Dans la mesure où l'islam a toujours été gouverné par des califes, et à la chute du califat, ce sont d'autres formes de califat, laïques cette fois-ci, qui sont manifestées. Jusqu'à maintenant, toutes les forces progressistes ont été annulées au profit d'une seule voie, d'un seul mot d'ordre, protéger les approvisionnements. La Libye est l'exemple le plus spectaculaire. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas préoccupé du tout et personne ne s'est préoccupé de savoir s'il y avait un peuple derrière ce dirigeant. Mais dès lors qu'il autorise ou qu'il protège les approvisionnements en pétrole, et notamment en contrat, bien, on s'en accommode. Il y a l'angoisse, l'épouvantail de l'islamisme. Je comprends que l'Occident ait peur. Et on a tous peur de l'islamisme et du fondamentalisme et des kamikazes et des intégristes. Forcément, on les combat. Mais on les a tellement, mis sur un piédestal, on a tellement amplifié leurs paroles que c'est devenu paralysant pour tout le monde. On ne peut plus réfléchir. Nos pays sont frileux, en tout cas nos gouvernements, mais nos élites intellectuelles aussi. Évidemment qu'il y aura des écueils, évidemment qu'il y aura des vents contraires, évidemment qu'il y aura des moments difficiles. Mais enfin, le monde arabe se soulève au nom de la liberté et nous avons peur. Voilà. Serge, je rappelle que vous travaillez tous les soirs, notamment à RTL, donc avant l'émission d'Ondelat, enfin dans le cadre de la session de Christophe Ondelat. Après, il y a On refait le monde, où effectivement les éditorialistes, vous ouvrez un petit peu le bal, réfléchissent à tout ce qui se passe dans la journée. Globalement, qu'est-ce que vous partagez? Parce que c'est important, il va y avoir plein de questions qui vont vous être adressées à tous les deux. Est-ce que vous partagez la double analyse de Guetta et Schebel, c'est-à-dire, ou pas d'ailleurs Je sais pas, mais en tout cas, on est face à un événement historique. Effectivement, nous avons connu, nos âges fait que nous avons connu une période de démocratisation. Je me souviens de l'Europe. Il y avait des dictatures en Europe, hein, les années 60, 70, il y avait des dictatures. Franco, et puis, Salazar et les pays oui, Salazar, il y avait les Grecs, il y avait Franco, tout ça a disparu. Et puis après, ça a été une vague en Amérique latine de démocratisation. Il y a plus, mis à part, on peut dire, le cas de Chavez, qui est un peu particulier, mais disons, il n'y a plus de dictature en Amérique latine. Il y avait des dictatures partout en Amérique latine. Absolument. Ce qui n'est plus le cas. Ça a été une deuxième vague. Et puis, il y a eu toute l'Europe de l'Est. Et puis, nous connaissons en ce moment, nous sommes dedans, dans une vague de démocratisation du monde arabe. Alors, pourquoi c'est un événement formidable? Parce que les Occidentaux vivaient plutôt avec l'idée que des musulmans, ça pouvait pas être démocrate. Voilà. Ils vivaient plutôt avec cette idée simple, cette idée simpliste, renforcée évidemment par le 11 septembre 2001, par l'intégrisme sous sa forme. Il y avait une sorte d'impérialisme, disons, de la religion sur la vie sociale et la vie politique. Voilà, c'était ça le schéma. Alors évidemment, d'un seul coup, on découvre que ces gens, ils font en plus une révolution en utilisant un mot de français, dégage. C'est quand même incroyable. C'est dans le monde moderne, c'est la seule révolution qui a été faite avec un mot de français. Hein. D'habitude, moi, je sais pas, toutes les révolutions, l'Ukraine, la Pologne, tout ça, il y avait toujours un slogan anglais. Là, il y a un slogan français. Voilà, c'est quand même, quand même formidable. Et les revendications, c'est des revendications qui ressemblent aux revendications qu'on a connues dans notre histoire. Donc ça fait des valeurs communes. En tout cas, il y a des valeurs communes. Et ça, c'est un événement qui a des conséquences absolument telluriques, pour employer un mot un peu fort. Mais je crois qu'on est dans quelque chose de très fort. Tariq Ramadan, sur l'aspect général. Après, vous allez avoir beaucoup, l'un et l'autre, des questions de nos amis sur tous les aspects. Tariq. Oui, écoutez, moi je suis d'accord avec l'analyse de chère Julie. Je pense qu'effectivement quelque chose d'important se déroule sous nos yeux. Mais en même temps que se révèle au monde occidental, de l'autre côté de la Méditerranée, finalement une grande ignorance des aspirations des peuples. C'est-à-dire que les peuples, même avec l'islam, c'est-à-dire c'est des musulmans. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent la démocratie, ils veulent la liberté, ils veulent la dignité, et ils veulent que cesse l'hypocrisie. Tout cela sans avoir à aucun moment, parce qu'ils ont utilisé un mot de français comme ils ont utilisé des mots d'anglais. Mais la question, elle est celle-ci, c'est qu'à aucun moment, ils sont en train de renvoyer à l'Occident des slogans qui sont de rejet. Ils ne sont pas en train de parler à l'Occident. Ils sont en train de parler à des dictateurs qui les oppressent et à qui ils disent « nous voulons la liberté » et nous,
avec tout cela, nous sommes encore avec nos craintes en Occident en train de se dire, mais finalement, est-ce que vraiment ils vont pouvoir le faire? Est-ce que ce n'est pas entre le dictateur et l'islamisme? Et cette crainte, vous l'expliquez comment? Avant qu'on passe aux questions, parce qu'il y en a beaucoup. Alors la crainte, je l'explique d'abord parce qu'il y a une vraie méconnaissance de ce que peut être les peuples de l'Afrique du Nord. On connaît soit les dictateurs... On croyait bien les connaître. Hein, on croyait, exactement. C'est l'ignorance, c'est-à-dire la pire des ignorances, c'est quand on croit connaître. Et donc tout à coup se révèlent à nous ces réalités-là. Et puis, j'aimerais vous dire une chose, c'est-à-dire que ce qu'on dit parfois par rapport aux citoyens français de confession musulmane n'est pas loin de ce qu'on a projeté sur l'autre rive de la Méditerranée. C'est-à-dire, et finalement, est-ce qu'ils peuvent vraiment être des citoyens comme nous? Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs? Et à un moment donné, il faut qu'on entende très fortement qu'en même temps que se révèle à nous un autre visage des peuples du Sud, doit aussi se révéler à nous certains silences, certaines hypocrisies qui ont fait à un moment donné, comme il a été dit dans votre reportage, qu'on s'est tu pendant des décennies avec des dictateurs qui tuaient leur peuple, qui les torturaient pour des raisons économiques et géostratégiques. Question. Pour répondre, pour compléter peut-être, c'est que tous ces dictateurs jouaient, enfin il en reste, hein, tous ne sont pas renversés dans cet arc musulman, mais ces dictateurs jouaient plusieurs rôles. Par exemple, si on prend Kadhafi, mais c'est vrai aussi pour Moubarak, c'était contre l'islamisme, contre l'intégrisme, et en particulier, ils avaient un rôle d'indicateur de police. Ils nous ont quand même une partie de la sécurité des Français, des Anglais, des Allemands. Dans le métro, on se promène dans le métro sans problème. C'est parce que ces gens-là torturaient, disons, à l'occasion, pour que nous ayons des informations qui nous assurent une sécurité dans les lieux publics. Je trouve un peu caricatural. C'est caricatural, non? Non, pas ça, Serge. Pas ça, bien sûr. Je donne le mode d'emploi qui est très simple. Ouais. Yves, après, vous donnez votre sentiment très brièvement tous les deux et on prend les questions, c'est important. Yves. Moi, je trouve un peu caricatural de dire que ici, sur la rive nord de la Méditerranée, les gens ont peur. Non, ils n'ont pas peur. Non, d'accord, mais c'est un peu caricatural de dire ça parce que c'est le sondage BVA qui redoutent certaines choses, certes, mais ce dont ils ont le plus peur, c'est que justement les peuples qu'ils connaissent mal, puisque généralement tous les pays occidentaux se sont adressés aux dirigeants, et ils ont oublié qu'il y avait des peuples en dessous. Ce qu'ils redoutent, c'est que ces peuples n'arrivent pas à leur fin, justement. On le voit actuellement avec Kadhafi en Libye. Qu'on croyait, qu'on donnait encore il y a quelques jours, fini, et puis finalement qui résiste et qui contre-attaque. On le voit en Tunisie, où on pensait que les choses allaient se mettre en place et que finalement, elles ne se mettent pas en place aussi facilement que ça. Donc, ce que redoutent les gens, certes, c'est vrai, l'immigration, c'est-à-dire des gens qui sont déstabilisés et qui veulent s'échapper d'une espèce de bazar ambiant, je dirais, où rien n'est précis. Mais ils ont aussi peur que ces peuples-là n'arrivent pas à leur fin. J'aimerais qu'on pose des questions. On verra Patrick et que tout soit négatif quand même. Et Jean-Charles de Castelbaljac. On va d'abord prendre la première question et après on mange. Première question, Géraldine. Écoutez, je vais quand même en poser une à Tariq Ramadan. Je voudrais, en toute simplicité, savoir si vous sentez pas un peu gêné, ça arrive dans la vie, et si vous pourriez nous l'avouer, du fait qu'au printemps 2009, quand il y a eu un soulèvement d'une partie importante du peuple iranien, notamment dans les villes et de la jeunesse, qu'on a appelé la Révolution verte et qui a été réprimée de manière extrêmement dure, sanglante. Vous, pendant ce temps-là, vous travailliez pour une télévision d'État, alors même que l'État iranien, Presse TV, était en train de réprimer, de torturer, de massacrer un certain nombre de gens. Réponse. Permettez-moi de répondre à cela. Presse TV, qui est effectivement une chaîne de l'État, a à l'intérieur des courants qui sont tout à fait contradictoires et je travaille avec le courant réformiste de l'intérieur. Il faut voir ce que j'ai dit dans cette presse. Mais plus spécifiquement, si vous m'aviez écouté après la Révolution, vous auriez su que j'ai condamné, que j'ai clairement dit que cette répression, que ces tortures étaient inacceptables. Plus que cela encore, à l'heure où je vous parle maintenant, j'ai signé un texte en disant, en espérant que quelque chose se passe en Iran et qu'il soit à l'écoute de la voix des peuples. Donc, vous savez, il y a des gens qui travaillent avec la BBC et la BBC portait la voix des États... Non, mais attendez. Non, attendez. L'Angleterre n'est pas l'Iran. Non, attendez. L'Angleterre n'est pas l'Iran, mais certains y travaillaient. Et la télé publique est bien plus libre en Angleterre qu'en Iran. Certains y travaillaient.
Et elle soutenait aussi toute la campagne qu'il y a eu à un moment donné quand on est allé tuer des innocents en Irak. La question n'est pas de savoir simplement qu'on travaille pour une chaîne, c'est de savoir ce qu'on y dit et ce qu'on y défend. Et donc là, vous ne pourrez pas me trouver gêné parce que depuis 1979, ma position sur l'Iran est indéfectible. Ma critique de l'imposition, par exemple, du foulard pour les femmes, ma critique de l'opposition, le soutien même à quelqu'un que j'ai rencontré, Khatami, au moment où il essayait de faire les réformes, là, vous me voyez absolument pas gêné. Au contraire, tout ce qui se passe dans le monde et dans le Moyen-Orient confirme ma position et vous la saluerez, j'espère. Question. Une question de Jean-Félix Zang. Moi, j'ai plutôt une question qui se situe dans l'amorce du débat initial avec la révolution des peuples, la jeunesse arabe, qui aspire à la liberté, à la démocratie. Alors j'ai trouvé les deux analyses assez pertinentes, mais si on regarde le cas de la Libye, parce que après la Tunisie, l'Égypte, on parle désormais de crimes contre l'humanité, presque, hein, les navires américains qui seraient prêts à bombarder le président Kadhafi. Alors moi j'ai une question très simple, faut-il éliminer Kadhafi? Enfin voilà. Moi, je peux répondre me concernant. Sur la Libye, c'est un cas... On a eu les premiers chiffres aujourd'hui, il y aurait eu 6 000 morts officiels. Alors c'est la Ligue libyenne des droits de l'homme, donc je ne veux pas la mettre en cause dans son appréciation, mais enfin en tout cas, peut-être qu'il y a eu 3 000 morts et c'est déjà gigantesque, hein, donc je ne veux pas Que faut-il limiter faire avec ça. Kadhafi? Je crois qu'il faut laisser le peuple libyen faire sa révolution, il ne faut surtout pas intervenir, parce que le problème de la Libye est... Chaque pays est un peu particulier. Il se trouve que la Libye est un pays très spécial. Il n'y a pas d'État en Libye. Il n'y a pas d'État. Donc, c'est pas comme la Tunisie ou l'Égypte. On prend l'appareil d'État et on peut essayer de gouverner. Il y a des appareils qui datent depuis très longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que Kadhafi dit « mais moi je n'occupe aucune fonction officielle ». Il n'y a pas d'État. Il y a quoi? Il y a un pacte tribal entre des tribus bédouines, et il se trouve que le problème qu'a Kadhafi, c'est que la majorité de ces tribus ont fait sécession avec lui. Il est resté avec sa tribu. Et sa tribu, elle est localisée dans la région de Tripoli. Alors, voilà, il faut laisser faire. Alors, qu'il y ait un problème humanitaire... Mais s'il y a 20 000 morts, s'il y a 30 000 morts... Mais il n'est pas en train de faire 20 000 morts. Il n'est pas en train de faire 20 000 morts. Je ne veux pas dire qu'il faut le laisser faire. Mais en tout cas, c'est important que cette révolution soit celle des Libyens. Et que ce ne soit pas une intervention étrangère, a fortiori occidentale, qui ressoudrait une partie, en tout cas, des Libyens, parce qu'il y a une réaction, évidemment, nationale. Tariq Ramadan, sur ce sujet précis, qu'il y a beaucoup de questions précises et on n'a pas entendu nos deux camarades depuis le début. Faut-il éliminer Kadhafi? Non, moi je ne poserai pas la question en ces termes-là. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord. Les choses doivent venir de l'intérieur parce que c'est un mouvement qui est de l'intérieur. Maintenant, en Occident, je pense qu'on a beaucoup parlé. On n'a pas souvent soutenu suffisamment le peuple tunisien et le peuple égyptien. Ce qu'on doit faire aujourd'hui en Libye, c'est de se donner tous les moyens pour l'empêcher de nuire. C'est-à-dire déjà aujourd'hui, il y a 1001 possibilités d'intervenir pour l'empêcher de nuire le plus possible, c'est-à-dire en empêchant les avions de décoller, en essayant de trouver. Voilà, c'est ça. Donc là, on doit pouvoir faire ceci. Mais l'idée qu'on aille et puis on se dit il faut l'éliminer, je pense que ce qui est intolérable, c'est comme il a intervenu ces derniers jours et qu'il peut tuer des civils de cette façon-là. Mais c'est aussi maintenant aux responsables occidentaux de prendre toutes les mesures. Et il y en a des mesures qui doivent permettre d'empêcher de nuire. Question, Géraldine. Alors une question de Fatima Apchi maintenant. Oui, alors donc à Monsieur Tariq Ramadan, donc on vient de parler de l'Égypte, on vient de parler de la Tunisie, j'espère bientôt la Libye. Pouvoir se défaire de son sort et de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas il me semble que c'est un de vos amis, Monsieur Ahmadinejad, qui serait temps aussi pour lui de partir parce que vous dites que cette chaîne Presse TV serait une chaîne de liberté d'expression, où on peut dire ce qu'on veut apparemment. Et vous prenez la parole un peu comme vous voulez. Donc vous pourriez peut-être aller sur cette chaîne et demander à M. Ahmadinejad de quitter aussi son poste. Je crois que votre question, elle est vraiment... excusez-moi, mais d'un simplisme, c'est pas exactement... c'est toujours très simple. Non, mais attendez, c'est pas... D'abord, Ahmadinejad n'est pas mon ami. Mon courant
mon courant, et ça, je veux dire, mon courant à moi, allez le demander à ceux qui sont dans l'opposition, allez le demander au philosophe qui est dans l'opposition Sorouche, de quel courant je suis. Mais ma question, elle est aujourd'hui, ma position, elle a été de dire qu'en Iran, ce qu'il faut effectivement, c'est que l'opposition puisse s'exprimer, que les démonstrations puissent s'exprimer. Maintenant, il faut Sauf vous que les deux leaders de l'opposition... Non, mais j'ai pris position par rapport à ça. Les deux leaders de l'opposition ont disparu avec leur femme. Brutalement. Exactement. Votre position sur les moratoires, sur la lapidation des femmes. Non, mais écoutez, on ne va pas revenir là-dessus. Ceci, ces positions alors on passe de Ahmadinejad au moratoire. Écoutez, tout ça, c'est du... Laissez-moi terminer sur cette question. Vous m'avez posé la question sur l'Iran. Entendez ma position, parce que depuis 1979, quel intellectuel depuis la France a pris position clairement comme musulman contre la fatwa? J'étais de ceux-là, mais vous ne l'avez pas entendu. Vous avez envie de me mettre dans une espèce de cadre. Absolument pas. Écoutez-moi bien. Ma position aujourd'hui sur le Moyen-Orient, en Iran, comme d'ailleurs j'aimerais que ça se passe dans d'autres pays majoritairement musulmans. On a parlé du Yémen, on a parlé de la Mauritanie. J'aimerais que le processus de démocratisation se développe et s'amplifie. Je l'ai dit depuis 20 ans. Alors, et autre question. On ne vous a pas beaucoup entendu quand même dans l'affaire de cette jeune femme qui est menacée, enfin cette jeune femme qui est menacée de lapidation en Iran. Monsieur, nul n'est plus sourd que qui ne veut pas entendre. J'ai pris position... je vais être très sourd alors. Alors non, mais vous êtes même carrément atteint d'une surdité très profonde parce que j'ai pris position 6 fois publiquement. 6 fois publiquement sur mon site, 3 fois à la BBC, 1 fois sur CNN. Qu'est-ce que vous voulez que j'intervienne où? Dans votre journal? Il faudrait m'y inviter. Je voudrais... Sébastien Castelbajac, on ne vous a pas entendu sur la perception que vous avez eue en découvrant ces images à la télé. Très brièvement, je comprends tout. Non, moi c'est juste une question que j'avais déjà posée la dernière fois quand on s'est vu. Je remarque encore, il ne te rate pas, hein. Chaque fois. Non. Sur ce qui se passe, on reste sur ce qui se passe. Moi, je voudrais savoir, puisque c'est des spécialistes, je voudrais savoir comment ils mesurent, eux, la portée de l'onde de choc par rapport au pays, à la France. C'est-à-dire, je parle de ce qui peut se passer en termes de peur dans le pays, chez nous, les Français. Et puis si ça peut, on n'est pas dans une dictature, on a de la chance, mais si ça peut donner des idées à des gens qui se sentent pas bien, de dire tiens, si on remuait. Julie Serge. Hein, c'est pas une constatation, c'est une question. C'est de se dire, on est dans 2 niveaux complètement différents, hein, mais on a quand même un peuple qui est malheureux, qui est pas bien, qui dit à un moment, pof, on fait sauter le truc. Est-ce que ce mouvement peut passer de l'autre côté de la Méditerranée? C'est inspiré en tout cas des peuples, je sais pas, des pays où ça se passe pas. En ce moment, la Grèce, le Portugal, la France. Votre question est intéressante parce que, en fait, si on prend la circulation dans cet événement, ça a commencé justement en Iran, qui est pas un pays arabe. C'est un pays musulman, mais c'est pas un pays arabe. Hein? Ça a commencé en Iran en 2009. Voilà, les premières manifestations contre dictature, etc. Ça a eu lieu à un rôle absolument considérable. Le modèle qui était celui de Facebook, ces mobilisations, etc., de cette jeunesse. Justement, la question, c'est est-ce qu'en Europe, aujourd'hui, vu certaines choses... Ça peut donner des envies. Est-ce que ça peut donner des idées, tout simplement? Ça peut donner des envies, parce qu'on voit que ça circule, en tout cas, excusez-moi, mais ça circule autour de une jeunesse assez qualifié ou très qualifié. On voit par exemple sur les reportages sur la Tunisie, le type il a un master en économie, il vend des oranges. Donc voilà, c'est quand même ça la réalité. Et donc il y a eu toutes ces années, ces décennies pendant lesquelles il y a eu des efforts de formation. Ça a créé une classe moyenne qui aspire, qui a des aspirations et qui est très jeune. Et qui donc, effectivement, ça donne... En France, on le sait, le taux de chômage dans la jeunesse... juste dire un mot rapidement là-dessus, parce que je crois que c'est une question qui est très importante, parce que ça peut faire partie aussi des peurs qu'on peut avoir. Et puis ça va être très important pour l'élection qui arrive. Patrick Sébastien, moi, ce que je perçois en Europe, et en particulier en France, c'est le contraire. C'est des jeunes qui sont heureux
de voir dans le Sud un soulèvement au nom des valeurs qu'ils chérissent, c'est-à-dire des valeurs de démocratie et des valeurs de justice. Moi, ce que j'aimerais, c'est le contraire, en fait. Ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement français, par exemple, comprenne qu'en fait, ce pourquoi les peuples se sont soulevés dans le Sud, c'était pour ce qu'on a dit, la liberté, la justice. Et qu'on comprenne que dans les banlieues, les jeunes, ils n'ont pas un problème religieux. Ils ont un problème de dignité, ils ont un problème de justice, d'école, d'emploi. Et que c'est la même chose. Les aspirations des jeunes dans les banlieues sont de même nature. Ça va circuler. Pas que dans les banlieues, tout à fait. La campagne existe, la province existe. Partout en France, c'est ça, c'est la vérité. Le problème dont j'ai parlé l'année dernière, qui est un problème de dignité et de respectabilité, toute cette chose-là, elle est latente. Et donc, le seul truc qui m'inquiète, c'est que peut-être évoluer comme ils sont, comme tu dis. Alors, il y a peut-être des gens qui savent donner des... Pardon, Patrick Sébastien, Jean-Charles qui n'a pas dit un mot sur ce sujet. Et après, on prend l'autre question, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Moi, après avoir vécu... au Maroc, je le rappelle. Donc, sensible au Maroc, mais surtout après avoir vécu la chute du mur de Berlin en Europe, qui a été considérable pour ma génération. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la force de l'outil Internet dans ces révolutions. C'est-à-dire cette espèce de raz-de-marée de communication et cette espèce de décloisonnement soudain qui était vraiment comme un détonateur. Hein. Et c'est la même. On a commencé notre émission en parlant de l'affaire de John Galliano, où la trace et la communication se fait dans une fulgurance. Et là, la même fulgurance. Donc il y a quelque chose là qui, pour moi, change, qui va changer le monde, réellement. Géraldine, question. Alors, une question de Randa Kassi, maintenant. Oui, c'est à M. Ramadan. Je ne vais pas parler de l'actualité dans le monde arabe, bien sûr. Ce sont des révolutions populaires, nous sommes bien d'accord, contre ces régimes dictatoriaux, qui étaient de toute façon les alliés de l'Europe, de l'Occident, bien évidemment. Alors, je vais parler d'une autre chose. C'est dans les pays laïcs. Nous trouvons toujours des musulmans qui sont en train de s'apitoyer sur leur sort. Ils n'arrêtent pas d'affirmer qu'ils sont persécutés. Mais si nous voyons, entre guillemets, je veux dire, dans les pays où ils sont en majorité, nous voyons très bien qu'ils sont d'abord en train de violer la liberté de l'expression. Pas que ça, que les minorités... des minorités chrétiens ou athées musulmans sont persécutés ou tués. Et quel pays? Des Coptes en Égypte, par exemple? Oui, bien sûr, les Coptes. Aujourd'hui, il y a un ministre pakistanais chrétien qui se fait tuer. Tous les jours, on voit de toute façon des morts. Les athées, ils sont bien sûr tout de suite condamnés à mort. Ce que je n'arrive pas à comprendre, Monsieur Ramadan, vous aussi, si je suis un tout petit peu votre parcours, je vois très bien que vous êtes toujours en train de jouer à la victime perpétuelle. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la même chose? Vous dénoncez pas ces persécutions-là? Oui, je veux dire, il faut dénoncer d'une façon très claire et très ferme. C'est-à-dire, je suis syrienne. Permettez qu'il réponde, oui. Écoutez, il y a deux questions, un cas personnel et le deuxième cas qui est un cas... Je vais répondre. Pardon, Tariq, j'ai pas terminé. Le deuxième cas, pardonnez-moi, qui concerne tout le monde, c'est est-ce que cette révolution va changer aussi la nature et la pratique de l'islam? C'est-à-dire en faire un islam plus démocratique? Oui, écoutez, de toute façon, par rapport à la question personnelle, vous ne devez pas me suivre beaucoup non plus, puisque je suis interdit de 6 pays majoritairement musulmans, parce que je ne cesse de critiquer, dont mon pays d'origine. Aujourd'hui, les choses bougent en Égypte. Les 3 pays qui sont en train de se libérer, je ne peux pas y entrer. Et j'y entre pas, pourquoi? Parce que en principe, maintenant... j'espère que les choses... Vous allez y aller? J'aimerais pouvoir retourner, mais je n'ai pas la nationalité, mais j'irai tout en étant interdit pendant 16 ou 15 ans. Ce qui m'intéresse... Ça, c'est autre chose. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit sur la situation des pays arabes ou majoritairement musulmans, quels qu'ils soient, c'est qu'il y a des situations de non-démocratie, de non-liberté, et ça, il faut s'y opposer. Je n'ai pas cessé de le faire et je pense que nous devons tous apporter notre voix. Deuxième des choses, ce que vous avez dit sur la nature de la pensée victimaire. Si vous écoutez ce que je dis, moi je dis exactement le contraire. Je dis à tous ceux qui sont des citoyens européens, arrêtez d'être des victimes, vous n'êtes pas des victimes. Aujourd'hui, il faut vous battre pour vos droits sociaux et il faut être des sujets de votre histoire, non pas les objets de la perception d'autrui. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on m'accepte, qu'on me tolère. Attendez, moi, si j'ai pas de travail, je vais me battre. Si je suis pas respecté à l'emploi ou à l'habitat, il faut se battre. Et tout le discours, c'est peut-être pour ça qu'on m'aime moins.
pas parce que je joue à la victime, c'est le contraire. C'est pour une affirmation extrêmement claire de la citoyenneté et des droits qui sont les nôtres. En disant aux politiques, arrêtez de nous faire des débats sur la laïcité ou sur l'islam, parlons des vrais problèmes sociaux de ce pays. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, oui, dans le monde musulman aujourd'hui, il faut l'entendre, des choses bougent dans le monde arabe et il faut accompagner ces mouvements pour que, avec l'islam, ces sociétés soient plus ouvertes, plus démocratiques et qu'on ait une liberté d'expression. Et c'est ça que je salue. Votre voisin qui n'a pas dit un mot pratiquement depuis le début. Avant de poser la question, c'est la politique étrangère Je de voudrais la rappeler France. que notre ami est universitaire et imam à Bordeaux. Avant de poser la question, c'est la politique étrangère de la France. Je ne peux pas laisser passer certaines informations parce que vraiment, c'est de la désinformation. Parler de la répression des minorités chrétiennes en Orient, c'est de la désinformation. Je vais vous donner une chose. La presse vient de révéler que les manifestants en Égypte demandent le procès du ministre de l'Intérieur parce que c'est lui qui est l'auteur des attentats en Alexandrie. Concernant, parce que je sais que la question va être certainement posée à Tareq Ramadan par rapport à son grand-père, Hassan el-Banna, toujours. Le seul qui a défié la police du roi pour prier sur la tombe de Hassan el-Banna, c'est un copte. Donc arrêtez de parler de l'oppression des minorités chrétiennes en Orient parce qu'elle a été entretenue par les pouvoirs en place pour s'aimer la division confessionnelle. Rien ne le prouve. Là, c'est loin de la réalité. Franchement, c'est loin de la réalité. Je connais très bien aussi les pays Vous n'êtes pas d'accord entre vous, mais la question... Non, mais alors, ma question concernant la politique étrangère, je me réjouis bien sûr du retour de JP au ministère des Affaires étrangères, un homme d'État qui a demandé certaines autonomies. C'est vrai que la France a perdu un peu son capital de sympathie dans le monde arabe pour son suivisme de la politique américaine. Est-ce que vous pensez, Serge July, que l'arrivée du JP va un peu équilibrer, enfin, le retour un peu à la position classique et originale de la France comme un pays qui a une certaine autonomie par rapport aux États-Unis? Il est l'héritier, en tout cas du gaullisme, oui, sous sa forme chiracienne. Et on peut dire qu'un trait du gaullisme a été de dire, pour que la France pèse d'un certain poids dans le monde, il faut qu'elle ait une politique arabe. Ça a été un des piliers du gaullisme en ce qui concerne la politique étrangère. Donc on peut considérer que Juppé partage en grande partie ce point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il reste une grande politique arabe de la France. Il n'y a plus vraiment de politique arabe de la France. Il faut bien voir la réalité, c'est quand même celle-là. Alors, je pense que... Excuse-moi, Yves, mais je pense que ce changement est intervenu parce que, notamment, il y a des raisons, beaucoup de raisons de politique intérieure, mais il y a une raison quand même liée aux événements dont nous parlons. C'est d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui ne peut pas aller dans les pays arabes, c'est évidemment c'est impensable. Donc, quelle que soit la nature de ces faits d'armes, tout ça, etc., c'est impossible. Donc il faut prendre quelqu'un qui effectivement puisse incarner quelque chose qui est l'évocation d'un souvenir comme ça de la politique française. Sans rentrer dans la politique française, parce que ça c'est un mouvement historique, vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure et c'est important. Oui, donc c'est pour ça que c'est un peu... Voilà. Mais la grande question, la question de l'islam en France, il y avait un bon dossier dans Le Monde il y a 8 jours. En fait, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Parce que... il y a un problème électoral pour le président de la République, mais c'est pas forcément qu'il y a un grand problème dans la société française. Mais justement, alors, répondons clairement à cette question. Est-ce qu'il y a un problème avec l'islam en France en dehors du problème politique ou pas? C'est une question qui est posée à tout le monde. Hein. Moi, je peux répondre, mais pour me concernant. Donc, je pense que il y a des questions. On voit bien d'ailleurs, le président de la République était parti. Au départ, d'abord, il y a Marine Le Pen. C'est elle qui parle le 10 décembre. Et qui fait sa remarque sur la rue Mira, sur le fait qu'il y a de la prière dans la rue, etc. Elle dit la laïcité est mise en cause. Et là-dessus... 2 mois se passent et le 10 février, Nicolas Sarkozy, dans l'émission de TF1, invite l'UMP à lancer un grand débat sur la place de l'islam dans la société française. C'est ça la chronologie. Alors, ce qui est intéressant, c'est on fait l'émission là aujourd'hui, en 3 jours, depuis le remaniement, on est passé du débat sur l'islam au débat sur la laïcité. C'est pas exactement pareil. Hein, c'est pas exactement Fillon pareil. et Juppé n'en veulent pas du débat. Ouais, non, mais d'abord, tous les sarkozystes, sauf Hortefeux, n'en voulaient pas. Aucun des sarkozystes historiques, en tout cas, n'en voulait. Et
au sein même de la majorité, il y a énormément de gens qui n'en veulent pas. Je prends Larcher, par exemple, qui n'en veut pas. On peut les écouter Christine d'ailleurs. Boutin, etc. Enfin, ils sont, On peut ils les sont écouter. très... Rachida Dati. On peut les écouter, Serge. Je lis ces voix de la majorité. Donc merci à Didier Frely et à Stéphane Simon de nous les envoyer. Je pense que la question de la place et de l'exercice des cultes religieux en France et de leur compatibilité avec les lois de la République laïque, c'est pas un sujet que l'on peut cacher sous le tapis. Moi, je n'accepterai pas qu'on mette en cause nos compatriotes musulmans. Mais en même temps, je n'accepterai pas un islam qui ne correspond pas aux valeurs de la République et de la laïcité. Ce qui me gêne, c'est que ce soit le FN, le Front National, qui, à travers son interpellation sur les prières de rue, qui ait soulevé ce problème. Et nous, on suit derrière. Qu'on veuille faire un débat sur la laïcité, ok. Mais il faut arrêter aussi d'employer des mots qui cachent autre chose. Je veux dire, de débattre de l'islam, c'est quand même pas tabou, hein, c'est pas un gros mot. Hein. Si ce débat n'est pas, pardon d'utiliser ce mot, mais maîtrisé et encadré, c'est ma forme d'esprit. Hein. Je n'aime pas les choses qui partent comme ça à l'aventure. Il peut déraper. Et ça, c'est dangereux, parce qu'aujourd'hui, il faut essayer de rassembler, non pas de diviser. Si ce débat devait apparaître comme un débat qui, d'une manière ou d'une autre, conduit à stigmatiser les musulmans, je m'y opposerai. Voilà, je voudrais qu'on réagisse, mais je voudrais demander d'abord une question qui est importante à Mahmoud Doua, puisque vous êtes imam vous-même, donc à Bordeaux, et universitaire. Dans ce dossier du Monde, il y a une semaine, on disait les problèmes de l'islam en France, c'est qui va payer pour les mosquées? Est-ce que les laïcs doivent payer, peuvent payer? Et le deuxième problème, c'était les imams, c'est-à-dire des imams qui, en gros, prêcheraient pas en français et en partie contre les lois de la laïcité en France. Et je ne vais pas vous mettre en cause directement, mais est-ce que vous avez l'impression que les gens qui ont la même occupation et les mêmes croyances que vous, majoritairement sont dans ce cas-là, ou est-ce qu'au contraire, ils s'inscrivent clairement dans un principe, c'est important que vous le disiez ce soir, si c'est le cas, dans un principe laïque? Alors c'est très simple. C'est toujours par rapport aux mêmes questions. La question de la construction des lieux du culte. Moi j'ai suivi les débats, on parle de la réforme de la loi 1905. Les musulmans et les acteurs musulmans ne demandent qu'une seule chose. Comme les Algériens à l'époque coloniale. Ils ne demandent qu'à l'application de la loi 1905. Que dit la loi 1905? L'État garantit la liberté de conscience et le libre exercice du culte. Cette loi qui interdit le financement public des lieux du culte, construite après 1905, a été réformée en 1966. Pourquoi? Pour financer les églises dans les nouvelles villes, dans les nouvelles périphéries. Et ils ont trouvé un aménagement de la loi, et non pas la réforme, sur deux points essentiels. Ce qu'on appelle le bail amphithéotique qui permet aux autorités locales d'offrir un terrain, ce que Juppé va faire pour la mosquée de Bordeaux, et le bail amphithéotique, et ce qu'on appelle la garantie d'emprunt. Donc on n'a pas besoin de reformer la loi 1905. Les musulmans se trouvent aujourd'hui dans une situation d'inégalité. Lorsque les gens prient dans la rue, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est pas parce qu'ils voulaient prier dans la rue. D'abord, ce sont des cas très minoritaires. Il y a 17 cas à Paris. Et je vous donne juste une information pour vous dire combien on ment aux Français. La mosquée dont on parle au 19e, il y avait la mosquée d'Awa. C'est une mosquée qui peut accueillir 3000 fidèles. Aujourd'hui, elle est en construction. La mairie, au lieu de donner une grande salle pour les musulmans de prier, ils se sont repliés sur les petites salles. C'est qu'ils trouvent que les musulmans prient dans la rue. Et d'ailleurs, je vais tout à l'heure interpeller... C'est une information, monsieur, parce que j'ai fait un reportage il y a 25 ans sur le même site, et je peux vous dire qu'ils priaient déjà dans la rue, et c'était une volonté... Absolument pas. C'était une volonté. Non, c'est grave de le dire. Écoutez, Yves, pardonnez-moi, c'est important. Oui, alors, donc l'islam... Je l'ai écrit. D'abord, il n'y a pas de problème entre l'islam et la laïcité. Au contraire, la laïcité protège l'islam. La laïcité protège la religion. La laïcité protège même l'islam de ses dérives radicales. Donc, s'il y a des gens qui défendent, qui se sentent à l'aise dans la laïcité, c'est bien sûr nous et les minorités religieuses d'une manière générale. Je crois que j'aimerais juste réagir à ça, parce que je pense Un mot, je voudrais vous poser une question à tous les deux qui me paraît la question centrale avec Serge, qui est justement le rapport. Je vais prendre le nom d'un livre récent, célèbre, qui a été quand même très contesté, qui est le livre de Zemmour, La mélancolie française. Est-ce que ce qui s'exprime aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement, dans ce pays, une espèce de mélancolie de la France d'avant l'arrivée des immigrés, qui s'exprime... j'allais presque dire comme un sentiment finalement, et qui serait la base de cette espèce d'islamophobie. C'est-à-dire
on a 50, 60 ans aujourd'hui, on préférait, tout à l'heure Patrick parlait de ce qui se passait à Souillac dans son enfance, il y a peut-être cette nostalgie-là qui s'exprime. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Arabes. Est-ce que c'est ça qui s'exprime en dehors du chemin politique que vous avez exprimé tout à l'heure, Serge? Écoutez, moi, ce que j'aimerais dire simplement par rapport à ça, parce que ça me paraît quand même important, je veux dire, on est en train de nous ramener à un débat sur la laïcité, pour ne pas utiliser le mot de l'islam, c'est un débat politicien, c'est un débat qui est en train de tendre entre la droite... tout à l'heure. Exactement, non mais ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne aux vraies questions, et ce qui a été dit aujourd'hui, la seule chose que vous demandent les citoyens de confession musulmane, c'est l'application stricte de la loi et de façon égalitaire. Et qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a effectivement une visibilité... Et que les imams soient formés en France et qui parlent français. Exactement. Non mais attendez, je veux dire, ce qui est en train de se passer dans tous les pays européens, c'est lentement un processus d'acculturation avec des sermons qui se font dans la langue du pays, en français, ici et de plus en plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est que les autorités locales fassent confiance à leurs concitoyens, qu'ils arrêtent de répandre la peur et que l'islam, c'est qu'une religion que l'on surveille, pas une religion avec laquelle on compose. Mais j'aimerais juste terminer sur une chose, parce qu'elle me paraît quand même importante. Serge, je réponds à ma question et on terminera. Oui, mais juste une chose qui me paraît importante sur aujourd'hui ce que vous êtes en train de dire. On a affaire à deux problèmes. Le fait de la nouvelle visibilité de cette jeunesse de Français de confession musulmane qui sont originaires effectivement de l'Afrique du Nord et qu'on continue à appeler d'origine immigrée, qui sont français. Ce changement du paysage fait peur. Cette nouvelle visibilité fait peur. Il va falloir aujourd'hui que les politiques fasse et accompagne le processus qui est celui de la nouvelle France. Cette nouvelle France, elle est multicolore, elle a les campagnes, elle a les banlieues et elle a des gens de toutes les couleurs. Et la deuxième des choses, c'est que l'autre problème, la fragilité du tissu social français vient aujourd'hui que depuis 2005, au lieu de nous ramener systématiquement, parce que le débat sur la laïcité, c'est une autre façon de nous ramener le débat sur l'identité nationale. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a été fait en France depuis 2005, après les émeutes des banlieues? Est-ce qu'on a vraiment eu une politique sociale qui amenait à l'égalité des droits? C'est ça la vraie question. Le reste, ce n'est que du discours politicien pour déplacer le débat. Serge Julie, justement, est-ce que c'est une mélancolie française qui s'exprime? Et est-ce qu'il faut relancer ce débat? Est-ce que c'est utile ou est-ce que justement c'est une perte de temps, voire quelque chose de grave? Les débats compliqués de ce type, qui sont toujours dangereux parce qu'ils sont clivants dans la société française, très gravement clivants, généralement on fait ça plutôt au début du mandat présidentiel. Nicolas Sarkozy avait ça en tête d'ailleurs. Je rappelle qu'il a écrit un livre sur la religion et la République en 2004 et qu'il évoquait dedans le fait, il constatait quelque chose que moi je partageais, qui était de dire finalement c'est une nouvelle religion qui s'installe en France, deuxième religion de France, énormément de musulmans, il y a 5 millions de musulmans en France, donc c'est vrai qu'il y a un fait nouveau, il se trouve qu'il manque de lieux de culte. Il y a des problèmes de financement. C'est vrai que la loi permet un certain nombre de choses, mais il y a un problème de fond et il faudrait... Pourquoi on est passé du constat à cette espèce de bagarre dans le pays? Disait Nicolas Sarkozy, il faudrait financer la construction des mosquées, en tout cas aider à la construction des mosquées. Ça aurait été très bien s'il avait fait ça en 2007, décembre 2007. Il dit on va se lancer dans la construction des mosquées parce qu'il y a un problème d'inégalité. Je pense qu'il n'y aurait pas eu... Ça n'aurait pas été aussi compliqué. Ça aurait été délicat, mais pas aussi compliqué. Là, on s'attaque à la loi de 1905, si on connaît par cœur. C'est comme Mitterrand avec l'école privée. Alors ça fait le même résultat, on aura le même résultat. D'ailleurs, je pense que le fait d'être passé de l'islam à la laïcité fait qu'on est déjà dans le début de l'enterrement. Patrick Sébastien, Jean-Charles de Castelbajac, est-ce que ce débat vous intéresse, ne passionne pas, est tronqué et on prendra les dernières questions. De se dire qu'il y a des élections dans un an et que, même si ça paraît simpliste, on est dans le tout électoral et que les seules questions qu'on se pose là, c'est est-ce que tout ça est fait dans le sens d'une réelle progression ou simplement parce qu'il faut habiter à l'Élysée, quoi, encore 5 ans, ou que d'autres veuillent y habiter. Je suis très simpliste dans mon raisonnement, mais c'est quand même l'impression que ça me donne. Jean-Charles? Moi, ce qui me met en colère, c'est à chaque fois cette idée de fracture en France, hein, qui remonte dans notre histoire. Il y a la Révolution et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a, au lieu d'avoir une espèce d'unité, on nous parle tout le temps de fracture. Alors, il y a des segmentations, il y a la banlieue et la ville. Socialement, elles existent, ces segmentations. Elles existent. Mais il y a aussi un potentiel qui est dans ce pays, qui est de fédérer.
Et ça me semble essentiel. Question, Géraldine. Pardon de vous prendre tout d'un coup à brûle pour point. Alors on va passer par Yves. On passe par Yves. Non, mais je pense qu'on va... Jean-Félix, qui a une question plus précise. On ne va pas refaire toute l'histoire de 1905. Oui. Alors, plus précise sur les mosquées. Moi, j'avais juste un petit mot, parce que quand vous dites qu'on lance le débat parce qu'il y a une élection, une échéance électorale, je voudrais rappeler qu'il y a des élections chaque année. 2007, 2008... Ce ne sont pas exactement les mêmes. Oui, d'accord. L'élection décisive en France, je sais qu'il y a une montée des partis extrémistes en Europe. Mais c'est justement parce que je trouve que la majorité actuelle n'a pas tout à fait compris que Marine Le Pen, par exemple, joue sur d'autres thématiques. Le Front National se découvre en train de défendre la laïcité, les sujets économiques et sociaux, et c'est là où il est le danger. Et je trouve que la majorité actuelle s'en écarte un peu. Alors, sur le débat concernant l'islam, moi je trouve qu'il faut débattre. Je trouve qu'il faut poser le débat. On est dans un pays où, comme des individus blessés qui ne débattent jamais, si bien que notre mémoire, elle est très fragile. Il faut en discuter de ces sujets. Il ne s'agit pas de stigmatiser les musulmans, qui sont par ailleurs français. C'est pas de cela dont il s'agit. Donc je trouve qu'il faut lancer... Alors j'avais vu la brèche, elle est tellement grande, parce qu'il y a l'élection présidentielle qui arrive, mais à partir de quand on débattra? Il faut en débattre. Et d'où ma question, et c'est la question que l'imam lancée tout à l'heure, je m'adresse à vous, M. Ramadan. Bon, moi j'ai jamais compris cette bigarrure qui existe entre ce que vous dites en privé et en public. Alors j'espère vraiment avoir une réponse. Faut-il construire des mosquées en France et avec ou sans minaret? Et par conséquent, il faudrait réformer la loi de 1905. Donc j'aimerais vraiment avoir une réponse claire. Claire, bref, merci. Comme j'ai l'habitude de donner des réponses claires, j'espère. Et donc en l'occurrence, vous voyez, vous faites un procès d'intention avant que je réponde. La clarté de la réponse. La clarté de la réponse, c'est que aujourd'hui, en France, il manque de lieux de culte, c'est une évidence. C'est ce qui fait que vous avez des gens, les mosquées sont pleines pendant le mois du Ramadan et pendant les jours de vendredi. Donc il nous faut des mosquées. Donc il nous faut des mosquées aujourd'hui en France. Ma réponse à cela, c'est qu'il faut qu'on ait des mosquées qui soient à la mesure des besoins des gens. On n'a pas besoin de mosquées cathédrales, on n'a pas besoin de minarets, c'est pas une obligation. Donc, je vais même plus loin. La question de l'urbanisme rentre encore. Non, mais je vais même aller plus loin. Quand vous prenez le cas des synagogues, je me dis juste 10 secondes, le cas des synagogues qui sont parfaitement adaptées à l'urbanisme du pays depuis près d'un siècle. Et naturellement, la question, c'est ce qui s'est passé en Suisse aussi. Vous avez exactement dit ce que j'allais terminer par dire, et que j'ai écrit dans un livre qui a été publié en 92, pas maintenant, en disant que même les mosquées qui sont construites en Europe doivent prendre le goût culturel du pays où elles se trouvent. On a des exemples en Angleterre, on a des exemples en Allemagne. Il faut des mosquées qui soient dans le goût de l'urbanisme du pays. On n'a aucun problème avec cela, et j'irais même dans cette dimension-là. C'est là où on se sent chez soi. Pardonnez-moi, parlez-moi très rapidement, Serge Julie. Je voudrais poser une question à M. de Castelbajac qui a dessiné des robes, des chasubles pour les Journées mondiales de la jeunesse. Est-ce qu'il a le sentiment qu'on parle suffisamment, puisque vous dites que vous êtes croyant, catholique j'imagine? Oui, catholique bien sûr. Qu'on parle suffisamment de la religion catholique dans ce pays? J'ai le sentiment que aujourd'hui, affirmer une religion, c'est presque se soumettre à l'opprobre. Donc il y a un sentiment... Y compris chez les catholiques. Y compris chez les catholiques. Lorsqu'un catholique affirme dans son milieu socio-culturel ou professionnel d'une manière trop intensive sa religion, il est taxé d'intégrisme ou de... Moi-même, lorsque j'ai été contacté par Monseigneur Lustiger à l'époque pour dessiner les vêtements liturgiques pour le pape, on m'a dit « mais Jean-Charles, tu oublies tout de suite, quoi ». Hein, tu vas être considéré comme couturier, extrémiste. Donc votre question est tout à fait juste. J'ai le sentiment, mais il s'agit aussi de l'islam, il s'agit aussi d'autres religions. On a le sentiment d'une sorte de foi en camouflage parfois. Hein, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, on avait aussi ce sentiment dans les années 60-70 sur des préférences sexuelles. Hein. Et aujourd'hui, être catholique, affirmer sa foi, peut paraître parfois un handicap sur un parcours professionnel, par exemple. Mais vous savez, j'aimerais juste vous dire une chose par rapport à ça, parce que je crois qu'on est tous à la même enseigne. Il y a un vrai problème en France
sur le fait de parler de la spiritualité, de la religion de façon sereine et posée. C'est-à-dire que 99% des discussions qu'on a sur l'islam, c'est pas sur les valeurs, c'est pas sur la spiritualité, c'est pas sur les dimensions, c'est uniquement... Et attendez, laissez-moi terminer. Non mais laissez-moi terminer. Laissez-moi juste... Le débat en découle, c'est par rapport à une pratique, il ne s'agit pas de... Mais oui, non mais attendez, non mais moi je dis pas ça. Quand vous voyez ce qui se passe à la rue Mira, heureusement qu'il y a la laïcité, nous sommes dans un pays qui a vécu des guerres de religion. Mais tout à fait. Cela, donc heureusement qu'il y a la laïcité. Est-ce que vous venez d'entendre ce qui vient d'être dit? Ce qui vient d'être dit... Ça découle de la pratique. Attendez. 99% des Français de confession musulmane qui vivent dans ce pays n'ont pas de problème de pratique. Mais il faudrait les entendre quand ils vous disent « Mais attendez, on est en train de travailler sur notre cœur, sur notre spiritualité, sur de l'amour. » Les musulmans, ils parlent d'amour aussi, ils ne parlent pas uniquement de mosquée. C'est donc la parfaite incompréhension qui existe entre les musulmans parfaitement modérés. C'est exactement ça. Non, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des modérés ou des extrémistes, c'est uniquement la façon dont on pose le débat religieux dans ce pays. C'est uniquement sous l'angle du problème, jamais sous l'angle du fait de trouver une paix intérieure. L'amalgamie découle de là, cette différence entre les modes. Parce que quelle est la différence, moi je fais, citoyen lambda, d'un musulman qui va à la mosquée, qui est français, qui respecte parfaitement les normes, qui applique son culte comme tout le monde, parce qu'il y a la laïcité, et celui qui est plutôt l'oreille des salafistes, de la branche un peu plus dure, si tant est qu'elle existe. Il vient de là le débat. C'est à partir de ça qu'il y a toujours des amalgames. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que le débat qui est lancé a le mérite d'être, mais attention à ne pas stigmatiser. Sauf que l'énorme majorité des musulmans dans ce pays sont du premier ordre, c'est-à-dire ceux qui vont sereinement à la mosquée, qui ne se posent pas de problème. Quand on voit les pratiques dans les rues, vous croyez bien... mais attendez, ils prient dans les rues parce qu'il n'y a pas de mosquée, c'est-à-dire c'est pas tous des extrémistes dans les rues. Tous ceux qui sont dans les rues sont des extrémistes. Je ne pense pas que nous allons vous permettre de vous mettre d'accord sur toutes ces affaires, mais il était important. Je ne sais pas s'il faut reprendre le terme politique qui est celui du débat, qui a été appelé par un certain nombre de responsables politiques, mais en tout cas d'en parler ce soir dans l'émission. Et je voudrais, de ce point de vue, parce qu'il faut toujours trouver une phrase pour trouver une fin à un moment parfaitement improbable. Alors je citerai celle du général de Gaulle, puisque nous sommes dans la perspective des élections, il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Voilà donc pour le général de Gaulle. Je voudrais remercier Géraldine qui nous a accompagnés pendant plusieurs semaines et qui va maintenant prendre la direction de ces politiques sur France 5. Géraldine, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, évidemment sur le plan professionnel et à titre personnel. Merci à tous les quatre d'être venus. Patrick, la pièce Le Kangourou en tournée. Dehors, il fait beau hélas. Donc le livre qui a beaucoup de succès qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous parlez notamment beaucoup de votre dialogue avec votre maman, donc chez O Édition. Et donc là, un rendez-vous qui a lieu quand, Jean-Charles? Cérémonie à la MAC de Créteil, le 18 et 19 mars, avec Marie Galanter, les Etaléa, le groupe Nouvelle Vague. Et c'est une mise en abîme, c'est une petite fête ectoplasmique sur les années 80. C'est ma première mise en scène. Merci à tous les quatre. Bonsoir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.